Millionaire Library. Chapitre 1. L'art de ne pas mordre à l'hameçon. Quelqu'un, aujourd'hui, va essayer de te faire réagir. Peut-être que c'est déjà arrivé ce matin. Et la vraie question n'est pas « pourquoi font-ils ça ?» La vraie question est « pourquoi ça marche encore ?» Ferme les yeux une seconde. Ou ne les ferme pas. Mais suis-moi. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un a dit quelque chose, une phrase, parfois même un seul mot, et quelque chose en toi s'est allumé comme une forêt sèche au contact d'une étincelle? Tu n'avais pas prévu de réagir, tu ne voulais pas réagir. Mais avant même que tu aies eu le temps de penser, ta voix avait changé de ton. Tes mains s'étaient crispées, ou au contraire, tu t'étais effondré dans un silence lourd, humiliant, que tu portais ensuite pendant des heures comme une pierre dans la poitrine. Et après, toujours après, il y a ce moment étrange où tu te regardes de l'extérieur et tu te demandes « mais qui était cette personne? Était-ce vraiment moi ?» Oui, c'était toi, mais pas le toi le plus profond. C'était la partie de toi qui n'a pas encore appris à attendre. Nous vivons dans un monde qui récompense la vitesse, la réponse instantanée, le coup rendu, la défense immédiate. Depuis l'enfance, on nous a appris que ne pas réagir, c'est être faible, que le silence est une capitulation, que laisser passer une blessure sans la renvoyer, c'est perdre. Et alors, nous avons construit en nous quelque chose qui ressemble à un système d'alarme, ultra sensible, toujours en veille, prêt à se déclencher au moindre signal. Une intonation, un regard, un message laissé sans réponse, une remarque glissée en public avec un sourire. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Ce système d'alarme, aussi sophistiqué soit-il, aussi légitime que puissent être les blessures qui l'ont construit, ce système ne te protège pas, il te gouverne. Il y a dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est un arbre que les botanistes appellent le Mimosa pudica, la plante timide. Si tu effleures ses feuilles, elles se referment immédiatement sur elles-mêmes, comme si elles avaient peur. C'est un mécanisme de survie, fascinant à observer. Mais imagine vivre ainsi. Imagine passer chaque journée à te replier, à te refermer, à réagir à chaque effleurement du monde comme si c'était une menace mortelle. L'arbre survit, mais il ne fleurit pas vraiment. Il ne s'ouvre au soleil qu'entre les peurs. Beaucoup d'entre nous sont devenus ce mimosa, et nous appelons ça de la sensibilité. Parfois c'en est, mais souvent c'est quelque chose de plus ancien, de plus douloureux. C'est une blessure qui n'a pas encore trouvé son nom. Carl Jung écrivait que ce que tu n'affrontes pas en toi-même, tu le rencontres dans ta vie sous la forme du destin. Et je pense souvent à cette phrase quand j'observe comment les mêmes situations reviennent, inlassablement dans la vie de certaines personnes. La même dispute qui se répète avec des visages différents. Le même sentiment de trahison, la même colère qui monte exactement de la même façon, au même endroit du corps, au même moment. Comme si la vie leur envoyait encore et encore le même examen, jusqu'à ce qu'il passe. Mais passer cet examen ne signifie pas devenir insensible, ne signifie pas construire des murs si épais que plus rien ne te touche. Ce chemin-là existe, certains l'ont pris, et ils vivent effectivement sans souffrir des blessures des autres, mais ils vivent aussi sans vraiment ressentir la beauté, sans être traversés par la joie soudaine d'un matin de printemps ou par l'émotion d'une main qui cherche la tienne dans le noir. L'insensibilité n'est pas de la force, c'est simplement une autre forme de prison. Ce que nous cherchons, toi et moi, dans ce voyage, c'est tout autre chose. C'est l'espace. Cet espace infiniment précieux qui existe entre ce qui se passe et ce que tu décides d'en faire. Cet espace que Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a décrit comme la dernière des libertés humaines, celle que personne ne peut te voler, pas même la pire des souffrances. Dans cet espace, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de fuite. Il y a quelque chose qui ressemble à de la maîtrise, oui, mais d'une maîtrise douce, presque silencieuse, comme la surface d'un lac de montagne un matin sans vent. Calme, non pas parce qu'il ne se passe rien dessous, mais parce que ce qui est dessous n'a plus besoin de se prouver. Et ce lac, tu l'as en toi. Je ne te l'apprends pas, je te le rappelle. Parce que tu as déjà vécu ces moments. Ces rares moments où quelqu'un t'a dit quelque chose de blessant et où, sans savoir exactement pourquoi, tu n'as pas réagi. Tu as respiré, tu as laissé passer. Et en rentrant chez toi ce soir-là, tu sentais étrangement grand.
entier, comme si tu avais gardé quelque chose de précieux que l'autre essayait de te prendre. Ce n'était pas de la résignation, c'était du pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir n'est pas une technique. Ce n'est pas un truc de développement personnel qu'on applique le matin avant de sortir. C'est une transformation intérieure lente, profonde, qui commence par une seule et unique prise de conscience. Que tes réactions ne t'appartiennent pas encore complètement, qu'elles ont été chepelées, sculptées, programmées par des expériences, des voix, des regards, des silences que tu as traversés bien avant d'être en âge de choisir comment y répondre. Et que le travail d'une vie, si tu l'acceptes, c'est de reprendre ce territoire, doucement, sans te juger, mais avec une attention claire et une flamme qui ne vacille pas. Ce voyage commence ici, dans cette première question que je te laisse porter avec toi aujourd'hui. La prochaine fois que tu sentiras cette chaleur monter en toi, cette impulsion de répondre, de te défendre, de contre-attaquer, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi simplement ceci. Est-ce moi qui parle ou est-ce ma blessure ? Chapitre 2. Les racines du feu. D'où viennent vraiment nos réactions? Il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas sur le feu. Avant la flamme, il y a toujours de la chaleur. Une chaleur invisible, silencieuse, qui monte lentement dans les matériaux bien avant que la combustion n'éclate. Les pompiers appellent ça le point d'ignition, le moment précis où la température a tellement augmenté que la réaction devient inévitable, où plus rien ne peut arrêter ce qui va suivre. Nos émotions fonctionnent exactement de la même façon. Ce que tu appelles une réaction, cette explosion soudaine, cette larme qui surgit sans crier gare, cette colère qui te saisit à la gorge en quelques secondes, ce n'est jamais vraiment soudain, ce n'est jamais vraiment une surprise. C'est l'aboutissement d'une chaleur qui s'accumulait depuis longtemps, parfois depuis des heures, parfois depuis des années, parfois depuis une enfance entière. Et comprendre d'où vient ce feu, vraiment, pas en surface, mais dans ses racines les plus profondes, c'est le début de tout. Ferme les yeux une seconde et remonte avec moi. Tu as 5 ans, ou 7, ou 12. L'âge importe moins que la scène. Quelqu'un que tu aimais, quelqu'un dont l'opinion était pour toi aussi vitale que l'air que tu respirais, a dit ou fait quelque chose qui t'a appris une leçon. Pas une leçon du genre qu'on enseigne dans les livres, une leçon silencieuse, viscérale, gravée non pas dans ta mémoire consciente, mais dans ton corps, dans ta façon de tenir les épaules, dans ta façon de baisser les yeux, dans cette petite contraction au creux de l'estomac qui arrive encore aujourd'hui dans certaines situations bien précises. Peut-être qu'on t'a appris que pleurer, c'est être faible. Alors ton corps a appris à transformer les larmes en colère, parce que la colère semblait plus sûre, plus respectable, moins dangereuse. Peut-être qu'on t'a appris que te mettre en colère était inacceptable, que cela faisait de toi quelqu'un de mauvais, d'ingrat, de difficile. Alors ton corps a appris à avaler la rage, à la comprimer, à la transformer en silence glacial ou en douleur physique diffuse que les médecins n'ont jamais réussi à expliquer tout à fait. Peut-être qu'on ne t'a rien appris du tout, et que l'absence elle-même est devenue le professeur le plus exigeant que tu aies jamais eu. Les psychologues parlent de schémas, les bouddhistes parlent de samskaras, ces empreintes laissées par les expériences répétées qui creusent des sillons de plus en plus profonds dans notre façon de percevoir le monde. Jung parlait de complexes, ces nœuds émotionnels chargés d'énergie qui se forment autour d'une blessure centrale et qui, des décennies plus tard, continuent de réagir comme si la blessure était encore fraîche, encore ouverte, encore réelle. Et c'est là le paradoxe douloureux que je veux que tu entendes vraiment. La plupart du temps, quand tu réagis avec une intensité qui semble disproportionnée à la situation, quand une remarque anodine te touche comme une flèche, quand un certain ton de voix te paralyse ou t'enflamme en quelques secondes, ce n'est pas la situation présente que tu vis, c'est une situation ancienne. C'est une douleur ancienne qui a reconnu un visage familier et qui a dit, dans la langue silencieuse de ton système nerveux, « Attention, j'ai déjà vécu ça, je sais comment ça finit. » Et elle réagit, avant même que tu aies eu le temps de penser.
Les neurosciences appellent ça le détournement amygdalien, cette fraction de seconde où ton cerveau le plus primitif, celui qui ne connaît que la survie, prend les commandes avant que ton cortex préfrontal, le siège de la raison, de la nuance, de la sagesse, n'ait pu dire un seul mot. C'est pour ça que tu dis des choses que tu regrettes. C'est pour ça que tu fais des choses qui te semblent étrangères 1 heure après. Ce n'est pas toi qui as agi, c'est ta peur, c'est ta blessure. C'est l'enfant en toi qui essayait, de la seule façon qu'il connaissait, de se protéger. Et cet enfant mérite de la compassion, pas de jugement. Je veux que tu t'arrêtes sur cette phrase un moment, parce que beaucoup de gens, quand ils commencent à explorer pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, tombent dans un piège cruel. Ils se transforment en juges impitoyables d'eux-mêmes. Ils regardent leur schéma et concluent qu'ils sont brisés, abîmés, irrécupérables. Et cette conclusion-là est non seulement fausse, elle est aussi une réaction en soi, une façon de fuir la vraie rencontre avec soi-même en se cachant derrière une sentence définitive. Tu n'es pas brisé, tu es construit. Construit à partir de ce que tu as vécu avec les matériaux que la vie t'a donnés, par un enfant qui faisait de son mieux pour survivre dans un monde qu'il ne comprenait pas encore. Et maintenant, tu es adulte, et tu as quelque chose que cet enfant n'avait pas. Tu as le choix. Pas dans le sens naïf où il suffirait de décider d'être différent pour l'être instantanément. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Les blessures ne se dissolvent pas sur décision. Mais tu as le choix de commencer à regarder, de commencer à observer tes réactions comme un naturaliste patient observe les comportements d'un animal rare, sans jugement, avec une curiosité presque tendre. De commencer à te demander, chaque fois que quelque chose s'allume en toi, quelle est la blessure derrière cette flamme ? Quelle est la peur derrière cette colère? Quel est le besoin non comblé derrière cette tristesse soudaine? Parce que toute réaction émotionnelle, même la plus inconfortable, même la plus destructive en apparence, est un message codé, maladroit parfois, violent parfois, mais un message quand même. Et comme tous les messages, il ne demande qu'une seule chose, à être entendu. Il y a une pratique ancienne dans certaines traditions contemplatives japonaises. Quand un bol de céramique se brise, à lieu de le jeter ou de le coller invisiblement, les artisans le réparent avec de la poudre d'or. Ils appellent ça le kintsugi. Et le bol réparé est considéré non pas comme inférieur au bol intact, mais comme plus beau, plus riche d'histoire, plus précieux justement parce qu'il porte les traces visibles de ce qu'il a traversé. Tes blessures ne sont pas tes défauts, elles sont les lignes d'or qui dessinent qui tu es devenu. Mais pour les voir ainsi, il faut d'abord accepter de les regarder en face, sans détourner les yeux, sans les nier, sans les dramatiser non plus. Juste les voir, les nommer, leur dire doucement « Je sais que tu es là, je sais d'où tu viens, et je ne te laisse plus conduire seul. » Alors, je te laisse avec ceci, à porter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. La prochaine fois que tu sentiras cette montée de chaleur, avant de chercher qui blâmer dehors, pose ta main sur ta poitrine et demande-toi simplement « Quel âge a la partie de moi qui réagit en ce moment ?» La réponse, si tu oses l'écouter, te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Chapitre 3. L'espace entre l'éclair et le tonnerre. Créer une pause là où il n'y en avait pas. Il y a un phénomène que les enfants découvrent un jour avec émerveillement et que les adultes ont tendance à oublier. Quand l'orage approche, il y a toujours un intervalle entre l'éclair et le tonnerre, une fraction de silence suspendue entre la lumière et le bruit. Et c'est dans cet intervalle que les enfants apprennent à compter. 1, 2, 3, pour savoir à quelle distance se trouve la tempête. Ce que personne ne leur dit, c'est que cet intervalle est aussi une métaphore de la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse cultiver en lui-même. L'espace entre ce qui arrive et ce que tu en fais. Nous avons parlé dans le chapitre précédent des racines du feu, de ces blessures anciennes qui habitent nos réactions comme des braises enfouies sous la cendre, toujours prêtes à se rallumer au moindre souffle. Aujourd'hui, je veux qu'on aille plus loin.
Je veux qu'on parle de quelque chose de concret, de pratique, de vivant. Je veux qu'on parle de comment créer cet espace, comment l'élargir, comment apprendre à habiter ce silence entre l'éclair et le tonnerre, là où pendant si longtemps il ne semblait y avoir aucune place pour toi. Parce que voilà ce que la plupart des gens croient, et cette croyance leur coûte énormément. Ils croient que leurs réactions sont instantanées, qu'il n'y a pas d'espace, que entre la cause et l'effet, entre la blessure et la riposte, entre la provocation et l'explosion, le temps est si court qu'il est impossible d'y glisser quoi que ce soit. Ils disent « je n'ai pas pu m'en empêcher ». Ils disent « ça m'a échappé ». Ils disent « c'est plus fort que moi ». Et ils ont partiellement raison. Dans l'état où ils se trouvent, avec les outils qu'ils possèdent, ou plutôt ceux qu'ils ne possèdent pas encore, c'est effectivement plus fort qu'eux. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est simplement un muscle qui n'a pas encore été entraîné. Imagine un musicien qui entend une fausse note dans un morceau qu'il joue. Un débutant va soit la rejouer mécaniquement, soit s'arrêter net dans une crispation de honte ou de frustration. Mais un maître, lui, va faire quelque chose d'étrange et de magnifique. Il va laisser la fausse note exister. Il va la sentir. Et dans l'espace d'une fraction de seconde, il va choisir comment la suite va répondre à ce qui vient de se passer. Parfois, il corrige, parfois il improvise, parfois il transforme l'erreur en quelque chose que personne d'autre n'aurait inventé. Parce qu'il n'est pas gouverné par la note, il est en conversation avec elle. C'est exactement ça que nous cherchons à construire. Non pas l'absence de réaction, non pas le froid du détachement ou la rigidité du contrôle forcé, mais une conversation intérieure, un dialogue vivant entre ce qui se passe en toi et la partie de toi qui observe, qui ressent, qui pense et qui finalement choisit. Et cette conversation commence par un seul acte, un acte si simple qu'il paraît presque insuffisant face à la puissance de certaines émotions. Et pourtant, cet acte, pratiqué avec constance, avec intention, avec la patience qu'on accorde à un jardin qu'on plante en sachant qu'on ne verra pas les fleurs tout de suite, cet acte change tout. Respirer. Pas dans le sens banal et un peu usé que cette instruction a pris dans la culture du bien-être moderne, pas le respirer de celui qui veut juste que l'émotion s'arrête. Mais respirer dans le sens originel, presque sacré du terme. Parce que dans presque toutes les traditions spirituelles de l'humanité, le souffle est bien plus qu'un échange gazeux. Il est le fil qui relie le corps à l'âme. Il est le seul processus physiologique qui soit à la fois automatique et conscient. Tu peux laisser ton corps respirer sans y penser, ou tu peux choisir de respirer. Et dans ce choix, dans cette reprise de conscience du souffle, quelque chose bascule. Le système nerveux se reçoit un signal qui dit dans la langue que le corps comprend mieux que tous les mots du monde, tu n'es pas en danger, tu peux ralentir, tu peux penser, tu n'as pas besoin de fuir ou de te battre, tu as le temps. Et dans ce temps retrouvé, même s'il ne dure que 2 ou 3 secondes, l'espace s'ouvre. Mais je veux être honnête avec toi. Parce que la facilité avec laquelle on dit simplement « respire » peut devenir une façon de minimiser ce que tu traverses. Quand l'émotion est violente, quand la blessure est profonde, quand quelqu'un que tu aimes vient de dire quelque chose qui a touché exactement l'endroit le plus fragile de ton être, 2 secondes de respiration ne vont pas effacer la tempête. Et ce n'est pas ce qu'elles sont censées faire. Elles sont censées te donner juste assez d'espace pour ne pas être entièrement la tempête. Il y a une différence immense entre être dans la tempête et être emporté par elle. L'un n'exclut pas l'autre. Tu peux ressentir la colère dans toute sa puissance, la laisser traverser ton corps comme un courant électrique, en sentir chaque vibration, sans pour autant la laisser prendre ta bouche, tes mains, tes décisions. Tu peux être profondément triste sans te dissoudre dans cette tristesse au point de ne plus savoir qui tu es en dehors d'elle. Tu peux être blessé et rester debout en même temps. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Non pas un endroit où l'on fuit les émotions, mais un endroit à partir duquel on peut les observer sans en être le prisonnier. Marcus Aurèle, empereur du monde connu, confronté chaque jour à des trahisons, des guerres, des deuils, des ingratitudes, revenait sans cesse dans ses écrits personnels à cette même discipline. Pas l'absence de sentiment, mais le refus de laisser le sentiment gouverner sans supervision. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai appris non pas dans les livres, mais dans les moments de ma propre vie où j'ai réussi, parfois, à habiter cet espace. Quand tu ne réagis pas immédiatement, quelque chose de fascinant se produit dans la relation avec l'autre. Un silence s'installe,
Et dans ce silence, beaucoup de choses deviennent visibles qui étaient invisibles dans le bruit de la réaction. Tu vois la peur derrière la provocation, tu vois la solitude derrière l'attaque, tu vois l'appel derrière ce qui ressemblait à une agression. Non pas pour excuser, non pas pour avaler, mais pour comprendre. Et la compréhension, même partielle, même douloureuse, est toujours plus puissante que la riposte aveugle. L'espace entre l'éclair et le tonnerre n'est pas un vide. C'est le moment où tu décides qui tu veux être dans cette histoire. Alors voici ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. La prochaine fois que tu sens l'éclair en toi, cette chaleur familière, au lieu de compter pour savoir à quelle distance est la tempête, compte pour autre chose. Compte pour te retrouver toi-même avant de répondre au monde. 1, 2, 3. Et dans ce compte, demande-toi simplement, qui est-ce que je veux être dans les 10 prochaines secondes? Pas qui j'ai été hier, pas qui la douleur me pousse à être maintenant. Qui est-ce que je choisis d'être? Cette question ne supprime pas l'émotion, elle te redonne ta place dans l'histoire. Et ta place n'est pas d'être emporté, ta place est d'être le narrateur. Chapitre 4. Le silence qui parle, quand ne rien dire est l'acte le plus courageux. Il existe dans les grandes forêts anciennes un phénomène que les écologistes ont mis des décennies à comprendre vraiment. Les arbres ne parlent pas, du moins pas d'une façon que nos oreilles peuvent entendre. Mais sous la surface, dans l'obscurité humide du sol, leurs racines s'entrelacent et communiquent à travers des réseaux de champignons microscopiques que les scientifiques ont fini par appeler, avec une tendresse presque involontaire, le Wood Wide Web. Et ce que ces réseaux transmettent, ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des alarmes, ce sont des nutriments, du soutien. Une information silencieuse mais précise qui dit à l'arbre voisin « Je suis là et voilà ce dont tu as besoin ». Le silence le plus puissant n'est jamais vide. Il est plein de ce qu'on a choisi de ne pas laisser sortir. Nous avons appris dans les chapitres précédents d'où viennent nos réactions et comment créer l'espace pour ne pas en être les esclaves. Aujourd'hui, je veux qu'on aille dans un territoire qui est peut-être le plus mal compris de tous. Un territoire que notre culture a recouvert de mensonges si épais qu'il faut prendre le temps de les décortiquer un à un. Le territoire du silence choisi. Parce qu'il y a deux silences absolument différents, et les confondre est l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un être humain puisse faire dans ses relations avec les autres et avec lui-même. Il y a le silence de la peur, celui qui se referme sur toi comme une cage, celui qui vient de la conviction que ta voix ne mérite pas d'être entendue, que si tu parles, tu vas blesser ou être blessé encore plus profondément, que le silence est le seul endroit où tu es en sécurité. Ce silence-là a un goût amer. Il laisse dans la gorge quelque chose d'inachevé, d'étoffé, qui fermente avec le temps et qui devient, si on ne le regarde pas, du ressentiment, de la dépression sourde, ou cette fatigue inexplicable d'être soi-même que certains portent pendant des années sans jamais tout à fait savoir pourquoi. Et puis, il y a l'autre silence, celui dont je veux te parler aujourd'hui. Le silence du choix. Le silence de celui qui pourrait parler, qui sait quoi dire, qui en a même envie, mais qui décide de ne pas le faire, non par peur, non par résignation, mais parce qu'il a compris quelque chose que la plupart des gens mettent une vie entière à saisir. Toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues, et tous les mots pensés ne méritent pas d'être prononcés. Je veux que tu penses à la dernière fois que tu as dit quelque chose que tu aurais dû garder pour toi, non pas parce que c'était faux, peut-être que c'était parfaitement vrai, mais parce que le moment n'était pas le bon. Ou parce que la façon dont c'est sorti portait la marque de ta blessure plutôt que de ta sagesse. Et la vérité habillée de colère arrive rarement à destination. Elle rebondit sur les défenses de l'autre et revient vers toi transformée en conflit, en distance, en malentendu qui aurait pu être évité. Les grandes traditions de sagesse du monde, des stoïciens de la Grèce antique aux maîtres zen du Japon, des mystiques soufis aux philosophes taoïstes, convergent toutes vers une même observation. L'être qui maîtrise sa parole maîtrise son monde intérieur. Non pas parce que les mots sont dangereux en soi, mais parce que la façon dont nous parlons révèle avec une précision impitoyable le niveau de conscience depuis lequel nous opérons à cet instant précis. Parle quand tu es calme et tes mots construisent. Parle quand tu es en feu et tes mots brûlent, même si tu as raison, surtout si tu as raison.
Il y a une histoire que j'aime profondément et qui vient de la tradition zen. Un moine demande à son maître comment reconnaître un homme vraiment sage. Et le maître lui répond « Observe comment il réagit quand on l'insulte en public ». Quelques jours plus tard, un visiteur arrogant entre dans le monastère et commence à humilier le maître devant tous les élèves. Il l'accuse d'être un imposteur, un ignorant, un vieillard dont l'enseignement ne vaut rien. Le maître l'écoute jusqu'au bout, en silence, avec une attention presque bienveillante. Puis il demande doucement « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient ce cadeau ?» Le visiteur déstabilisé répond « À celui qui l'offre, bien sûr ». Le maître sourit et dit simplement « Je refuse ton insulte, elle t'appartient ». Cette histoire circule depuis certains siècles parce qu'elle touche quelque chose d'universel, quelque chose que nous savons tous au fond, mais que nous oublions dans le feu du moment. Personne ne peut t'atteindre sans ta permission. Pas dans le sens naïf où les blessures ne font pas mal, elles font mal, parfois terriblement. Mais il y a une différence entre être touché et être défini, entre ressentir le coup et en faire ton identité, entre laisser entrer la douleur parce que la douleur est honnête et qu'elle mérite d'être reconnue, et laisser entrer le récit que l'autre essaie d'imposer sur toi à travers cette douleur. Le silence choisi est une façon de dire « je t'entends, mais je ne laisse pas écrire mon histoire ». Et il y a quelque chose d'autre que le silence fait, quelque chose que peu de gens anticipent avant de l'avoir vécu. Le silence désarme. Quand quelqu'un cherche une réaction et qu'il ne la trouve pas, quelque chose se passe en lui. Le miroir qu'il espérait, ce miroir qui aurait reflété et amplifié son agression, n'est pas là. Et dans l'absence de ce reflet, son propre énergie lui revient, sans destination. Il se retrouve face à lui-même d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Et souvent, dans cet espace inattendu, quelque chose change. Pas toujours, pas chez tout le monde, mais souvent assez pour que ce soit remarquable. L'eau n'offre pas de résistance à la pierre que l'on y jette. Elle s'ouvre, elle absorbe, elle se referme, et la pierre coule. Mais le rocher qui reçoit le coup en rigidité se fend, se craquelle, se brise à la longue. La force n'est pas dans la dureté. La force est dans la capacité à laisser passer sans être traversée. Je veux aussi te parler de quelque chose de plus intime, de ces moments où le silence le plus difficile n'est pas celui qu'on garde face aux autres, mais celui qu'on garde face à soi-même. Parce qu'il y a en toi une voix, tu la connais, qui commente tout, qui juge, qui rejoue les scènes, qui construit des procès intérieurs dont tu es à la fois l'accusé et le juge. Cette voix-là consomme une énergie phénoménale. Elle entretient un état de réactivité permanent même quand personne autour de toi ne dit rien. Elle te maintient dans la tempête bien après que le vent s'est arrêté. Apprendre à faire silence à cette voix aussi, non pas en la réprimant, mais en cessant de lui donner le rôle de narratrice principale de ta vie, c'est peut-être le travail le plus profond de tout ce voyage. Parce que la paix n'est pas l'absence de conflit à l'extérieur. La paix est le silence habité que tu as construit à l'intérieur. Un silence qui n'est pas vide, mais vivant, plein de conscience, plein de présence, plein de cette capacité à observer sans immédiatement étiqueter, juger, réagir. Les moines tibétains ont un mot pour décrire l'état d'un esprit pleinement maître de lui-même. Rigpa, la conscience nue, l'état d'être pleinement éveillé à ce qui est, sans l'interférence du commentaire constant. Ce n'est pas un état réservé aux moines ou aux sages, c'est un état que tu as déjà touché. Dans la contemplation d'un coucher de soleil qui t'a coupé le souffle, dans ces secondes juste après un fou rire où tout était silencieux et lumineux, dans ce moment rare où tu étais si pleinement présent que le temps semblait suspendu. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des aperçus de ce que tu es capable de devenir de façon plus permanente. Alors voici ce que je te propose aujourd'hui, pas un exercice, une invitation. Choisis une conversation difficile qui t'atteint ou une situation qui te pèse et avant d'y entrer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon silence pourrait accomplir ici, que mes mots ne pourraient pas ? Non pas pour te taire par peur, non pas pour renoncer à ta voix, mais pour choisir en conscience le moment et la façon dont cette voix se lève. Parce qu'une parole choisie depuis le silence vaut 1000 mots criés dans la tempête. Et parfois, le silence lui-même est la parole la plus juste qui soit. Chapitre 5. Les masques de la réactivité. Reconnaître les formes que prend notre fuite. Il y a un insecte fascinant qui vit dans les zones arides d'Afrique du Sud.
Le coléoptère du désert de Namib. Une créature minuscule, presque invisible, qui survit dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète grâce à une adaptation extraordinaire. Chaque matin, avant que le soleil ne monte et que la chaleur ne devienne implacable, il grimpe au sommet d'une dune, oriente son corps face au vent et laisse les gouttelettes de brume matinale se déposer sur son dos, se rassembler et glisser jusqu'à sa bouche. Il ne court pas après l'eau. Il ne la cherche pas frénétiquement dans tous les sens. Il s'oriente, il s'immobilise et il reçoit. La sagesse la plus profonde ressemble souvent à de l'immobilité vue de l'extérieur. Nous avons parlé du silence choisi, de cet espace précieux entre l'éclair et le tonnerre, de ces racines anciennes qui alimentent nos réactions sans que nous le sachions toujours. Mais aujourd'hui, je veux qu'on descende encore plus profond. Je veux qu'on parle de quelque chose que la plupart des gens ne voient pas, parce que c'est trop proche d'eux, trop familier, trop confondu avec leur personnalité pour être reconnu comme ce qu'il est vraiment. Je veux qu'on parle des masques que porte la réactivité. Parce que voilà ce que nous croyons généralement. Nous croyons que la réactivité ressemble à la colère, à l'explosion, aux cris, aux portes claquées, aux mots qu'on regrette. Et oui, parfois, elle ressemble à ça, mais ce n'est là que son visage le plus évident, le plus facile à identifier. Sous ce visage-là, il y en a d'autres, des dizaines, certains si sophistiqués, si bien habillés, si socialement acceptables qu'ils passent pour des vertus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pense à l'humour, ce bouclier brillant que certains brandissent à la moindre tension, cette capacité à transformer chaque moment difficile en occasion de faire rire, à désamorcer avec une blague ce qui mériterait peut-être d'être regardé en face, d'être senti, d'être traversé. L'humour peut être un don magnifique, il peut aussi être une fuite sophistiquée, une façon de ne jamais vraiment toucher le fond des choses parce que le fond fait peur et que le rire, lui, fait du bien et fait aimer. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ou peut-être dans autre chose? Peut-être dans l'hyperactivité, cette façon d'être toujours en mouvement, toujours occupé, toujours un projet de plus, une tâche de plus, une raison de plus de ne pas s'asseoir dans le silence et de laisser monter ce qui veut monter. Notre époque célèbre la productivité comme une religion, et dans cette religion, ne rien faire est un péché. Mais parfois, ce que nous appelons productivité n'est que de la réactivité bien habillée, une façon de courir assez vite pour ne jamais être rattrapé par soi-même. Ou peut-être dans l'aide compulsive, cette façon d'être toujours disponible pour les problèmes des autres, de se pencher sur chaque blessure autour de soi avec une générosité parfois épuisante, non pas parce que l'amour pour les autres est absent, souvent il est sincère et profond, mais parce que se concentrer sur la douleur des autres est une façon élégante et socialement valorisée de ne pas regarder la sienne. Ou dans le perfectionnisme, cette voix intérieure qui dit que si c'est parfait, personne ne pourra critiquer, que si tu anticipes chaque faille, chaque erreur possible, chaque reproche imaginable, tu seras en sécurité. Le perfectionnisme se présente comme une exigence de qualité, mais à sa racine, très souvent, c'est de la peur. La peur d'être vu tel que tu es vraiment, imparfait et vulnérable, et d'être trouvé insuffisant. Ou dans l'intellectualisation, cette capacité extraordinaire à analyser, théoriser, expliquer les émotions avec une précision presque clinique, tout en restant soigneusement à distance d'elles. On peut parler de sa colère pendant des heures, sans jamais la ressentir vraiment. On peut cartographier ses blessures avec la précision d'un chirurgien, sans jamais se laisser toucher par elle. La compréhension intellectuelle est nécessaire, mais elle peut devenir un labyrinthe élaboré dans lequel on entre pour ne jamais sortir vers la vraie transformation. Je ne te dis pas ça pour que tu te regardes avec sévérité. Je te le dis parce que reconnaître ces masques est un acte de profonde honnêteté envers soi-même. Et cette honnêteté est rare. Elle demande du courage, bien plus de courage que d'exploser de colère ou de claquer une porte. Parce que la colère, elle est simple. Elle sait ce qu'elle est. Mais se regarder dans les yeux et dire « ce que j'appelle ma générosité cache parfois ma peur d'être seul » ou « ce que j'appelle ma rigueur cache parfois mon besoin d'être aimé », ça, c'est une conversation avec soi-même que peu de gens osent vraiment avoir. Carl Jung appelait l'ombre cette partie de nous que nous ne voulons pas voir, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle contredit l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Et il disait quelque chose de lumineux et difficile à la fois. Il disait que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Tes masques ne sont pas tes ennemis, ils ont été tes alliés pendant longtemps. Ils t'ont permis de traverser des choses qui auraient peut-être été trop lourdes à porter sans eux.
L'humour t'a peut-être sauvé dans une enfance difficile. L'hyperactivité t'a peut-être permis de construire quelque chose de beau quand tout s'effondrait autour de toi. L'aide aux autres t'a peut-être donné un sens quand tu ne savais plus très bien pourquoi tu te levais le matin. Honore ces masques, remercie-les pour ce qu'ils ont fait. Et puis, doucement, demande-leur de se reposer. Parce qu'un masque porté trop longtemps finit par coller à la peau. Et le jour où tu veux l'enlever, tu n'es plus sûr de savoir ce qu'il y a en dessous. Qui tu es vraiment sans le rôle, sans la performance de survie émotionnelle que tu as perfectionnée pendant des années. Cette question « Qui suis-je quand je ne réagis pas, quand je ne fuis pas, quand je ne me défends pas ?» est peut-être la question la plus vertigineuse et la plus libératrice qu'un être humain puisse se poser. Parce que la réponse n'est pas un vide, la réponse est une présence à toi-même d'une profondeur et d'une richesse que tu as peut-être entrevue dans tes moments les plus calmes, les plus rares, les plus vrais. Cette présence qui n'a pas besoin de se prouver, qui n'a pas besoin d'être vue pour exister, qui n'a pas besoin que le monde se comporte d'une certaine façon pour rester stable. Il y a dans les traditions amérindiennes un concept que j'aime beaucoup, l'idée que chaque être humain porte en lui deux loups, l'un nourri par la peur, le ressentiment, l'orgueil blessé, le besoin de contrôle, l'autre nourri par la paix, la compassion, la sagesse, l'amour qui ne demande rien en échange. Et quand on demande lequel des deux gagne, la réponse est toujours la même, celui que tu nourris. Chaque fois que tu reconnais un masque sans te juger, tu nourris le second loup. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction automatique, tu nourris le second loup. Chaque fois que tu t'assieds dans l'inconfort d'une émotion difficile au lieu de fuir vers une occupation ou une distraction, tu nourris le second loup. Ce n'est pas un travail qui se termine, c'est un travail qui s'approfondit, qui s'enrichit, qui devient avec le temps non plus un effort, mais une façon d'être. Alors, voici ce que je t'invite à explorer aujourd'hui. Pas avec jugement, avec curiosité. Quel est ton masque préféré ? Celui que tu enfiles si naturellement que tu ne le sens même plus sur le visage. Celui que les autres admirent peut-être, ou du moins acceptent sans questionner parce qu'il est socialement acceptable, voire valorisé. Prends le temps de le regarder, de le tenir dans tes mains un moment, comme on tient un objet précieux qu'on s'apprête à poser. Et demande-lui simplement « Qu'est-ce que tu as protégé en moi jusqu'ici ? Et qu'est-ce que tu m'as empêché de voir ?» Les réponses qui viendront ne seront peut-être pas confortables, mais elles seront vraies. Et dans cette vérité, même inconfortable, même vertigineuse, il y a quelque chose que le masque ne pourra jamais t'offrir, la liberté d'être pleinement toi. Chapitre 6. L'alchimie de l'émotion, transformer le plomb en or. Il existe dans les profondeurs de l'océan Pacifique des sources hydrothermales que les scientifiques ont découvertes dans les années 70 avec une stupéfaction qui frisait l'incrédulité. Dans ces endroits où la pression est écrasante, où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, où les températures oscillent entre le quasi-zéro des abysses et les 400 degrés des jets de vapeur brûlante qui s'échappent des failles dans la croûte terrestre, là où tout semblait hostile à toute forme de vie, ils ont trouvé des écosystèmes d'une richesse et d'une diversité extraordinaires. Des crevettes aveugles, des vers tubicoles de plusieurs mètres de long, des bactéries qui se nourrissent non pas de lumière, mais de soufre. Une vie entière construite, non pas malgré les conditions extrêmes, mais à partir d'elle, nourrie par elle, rendue possible uniquement par elle. La nature n'a pas de déchets, elle a des transformations. Et si nous regardions nos émotions les plus difficiles de la même façon ? Nous avons passé les chapitres précédents à comprendre d'où viennent nos réactions, à créer l'espace pour ne pas en être les prisonniers, à reconnaître les masques que nous portons pour éviter de les ressentir vraiment. Aujourd'hui, je veux qu'on aille encore plus loin. Je veux qu'on parle de quelque chose qui dépasse la maîtrise et le contrôle. Je veux qu'on parle de transformation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas réagir, il s'agit de ce qu'on fait de l'énergie qui cherche à sortir. Une émotion, même la plus douloureuse, même la plus violente en apparence, est fondamentalement de l'énergie, une information, un mouvement dans le corps qui cherche à accomplir quelque chose, à signaler quelque chose, à résoudre quelque chose. Et quand nous la réprimons, quand nous la nions, quand nous construisons des murs assez épais pour qu'elle ne passe pas, cette énergie ne disparaît pas, elle se déplace, elle s'accumule, elle cherche d'autres sorties,
souvent moins conscientes, souvent plus destructives, dans le corps sous forme de tension, de douleur, de maladie, dans les relations sous forme de distance froide ou d'explosion imprévisible, dans la vie sous forme de choix répétés qui nous éloignent de ce que nous voulons vraiment sans que nous comprenions tout à fait pourquoi. La vraie maîtrise émotionnelle n'est pas la suppression, c'est la transmutation. Les alchimistes médiévaux cherchaient à transformer le plomb en or. On a longtemps ri de cette quête comme d'une folie ou d'une naïveté, mais Jung y voyait quelque chose de profondément symbolique. L'alchimie, disait-il, était une projection de processus psychiques intérieurs. Le plomb, c'était la matière brute de l'âme, les émotions non travaillées, les blessures non intégrées, les ombres non reconnues. Et l'or, ce n'était pas la richesse matérielle, c'était la conscience, la sagesse née de la rencontre honnête avec ce qu'on est vraiment. Tu as du plomb en toi, nous en avons tous, et ce plomb a un nom. Pour certains, c'est la colère, cette énergie brûlante qui monte quand une frontière est franchie, quand une injustice est commise, quand quelque chose de précieux est menacé. La colère mal gérée détruit, nous le savons tous, mais la colère transformée devient quelque chose d'extraordinaire. Elle devient une force de discernement, une capacité à dire non avec une clarté absolue. Une énergie qui pousse à agir là où l'injustice existe, à protéger ce qui mérite d'être protégé, à tracer des frontières saines là où avant il n'y avait que de la confusion. Les plus grands réformateurs de l'histoire n'étaient pas des gens sans colère, c'étaient des gens qui avaient appris à mettre leur colère au service de quelque chose de plus grand qu'une réaction personnelle. Pour d'autres, c'est la tristesse. Cette émotion que notre culture a peut-être le plus maltraitée de toutes, en lui collant l'étiquette de faiblesse, de dépression, de quelque chose à guérir au plus vite, plutôt qu'à traverser avec respect. Mais la tristesse, quand on la laisse exister pleinement, quand on ne la court pas après, mais qu'on ne la fuit pas non plus, quand on s'assied avec elle comme avec un ami qui a besoin d'être entendu sans être pressé de guérir, la tristesse ouvre quelque chose. Elle ouvre le cœur. Elle crée une capacité à la compassion, à la tendresse, à la connexion authentique avec les autres qui ne peut pas naître d'un endroit de dureté ou d'invulnérabilité. Les plus grandes œuvres de l'humanité, les poèmes qui traversent les siècles, les musiques qui nous font pleurer sans savoir exactement pourquoi, les peintures devant lesquelles on reste immobile plus longtemps que prévu, elles sont presque toutes nées d'une tristesse traversée plutôt que fuite. Et puis il y a la peur. Cette compagne que nous passons tant d'énergie à nier, à combattre, à camoufler sous des cousses de confiance affichée et de contrôle apparent. La peur transformée ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle devient de la précaution, de la vigilance intelligente, de la conscience aiguë du présent. Les grands guides de montagne ne sont pas des gens sans peur, ce sont des gens dont la peur est devenue un instrument de précision, une compasse intérieure qui les aide à lire le terrain avec une justesse que l'inconscience ne pourrait jamais égaler. Alors comment se fait cette transmutation? Comment passe-t-on du plomb en or? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a un chemin. Et ce chemin commence par un acte que nous avons déjà effleuré, mais que je veux aujourd'hui approfondir. L'accueil. Non pas l'acceptation passive de ce qui arrive, non pas la résignation, mais quelque chose de beaucoup plus actif et de beaucoup plus courageux. L'accueil conscient de ce qui est, tel que c'est, sans immédiatement chercher à le changer, à le fuir, à le transformer, à l'expliquer. Juste le laisser être là, dans le corps, dans la conscience, comme un invité inattendu qu'on fait asseoir avant de décider quoi faire de sa présence. Le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh parlait de prendre soin de ses émotions comme d'une mère qui prend son enfant en pleurs dans ses bras. Non pas pour faire taire l'enfant, non pas pour lui expliquer qu'il a tort de pleurer, mais pour lui offrir une présence si stable, si douce, si inconditionnelle, que l'enfant finit par se calmer de lui-même, non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'il a senti qu'il n'était plus seul. Tu peux être cette mère pour toi-même. C'est peut-être l'acte d'amour le plus radical qui soit. Parce que nous cherchons souvent à l'extérieur ce que nous seuls pouvons nous donner. Nous cherchons quelqu'un qui nous comprenne assez profondément pour calmer cette tempête intérieure. Et parfois, nous trouvons ces personnes précieuses qui savent tenir l'espace pour nous. Mais dépendre entièrement de l'extérieur pour notre régulation émotionnelle, c'est construire sa maison sur le sable. La stabilité que tu cherches doit avoir ses fondations en toi.
Et il y a quelque chose d'autre que j'ai appris, non pas dans les textes, mais dans les moments de vie où j'ai eu le courage ou la grâce de ne pas fuir ce que je ressentais. Quand tu restes suffisamment longtemps avec une émotion difficile, sans te battre contre elle et sans te noyer en elle, quelque chose se produit qui ressemble à un miracle, mais qui est en réalité de la chimie pure. L'émotion se transforme d'elle-même. Elle libère l'information qu'elle portait, elle accomplit ce qu'elle était venue faire. Et puis elle passe, comme une vague qui a roulé jusqu'au rivage et qui repart vers l'océan. Les émotions ne sont pas faites pour rester, elles sont faites pour traverser. C'est nous qui les retenons, en les résistant ou en nous y accrochant, qui les transformons en état permanent. La colère qui est vraiment sentie, vraiment accueillie dans le corps sans être agie, dure rarement plus de quelques minutes dans son intensité maximale. C'est le récit mental que nous construisons autour d'elle, la relance constante, le procès que nous instruisons encore et encore dans notre tête, qui la maintient vivante pendant des heures, des jours, parfois des années. Lâcher le récit est souvent plus difficile que traverser l'émotion elle-même. Je veux te laisser avec une image pour porter ce chapitre. Il y a dans certaines régions volcaniques d'Islande des paysages qui semblent appartenir à une autre planète. La lave noire et froide d'éruptions anciennes recouvre tout à perte de vue, dans un silence presque lunaire. Et pourtant, aux endroits précis où la chaleur souterraine rencontre l'eau de pluie accumulée dans les failles de la roche, quelque chose d'inattendu pousse. De la mousse d'un vert si vif, si lumineux, qu'il en est presque irréel. Une vie obstinée, silencieuse, qui a choisi de naître exactement là où tout semblait impossible. Tu portes cette même capacité, de faire naître quelque chose de vivant, de lumineux, de précieux, exactement à partir des endroits en toi qui semblaient les plus hostiles à toute forme de croissance. Ton plomb le plus lourd contient ton or le plus pur. La question n'est pas de savoir si la transformation est possible, la question est de savoir si tu es prêt à rester assez longtemps dans le feu pour la voir se produire. Chapitre 7. Vivre depuis un centre qui ne vacille pas. Il y a un moment particulier dans la vie d'un arbre que les botanistes connaissent bien, mais que peu d'entre nous ont eu l'occasion d'observer vraiment. C'est le moment où, après des années de croissance silencieuse, les racines de l'arbre atteignent enfin une profondeur suffisante pour toucher la nappe phréatique. Cette eau souterraine, invisible, constante, qui ne dépend ni de la pluie, ni de la sécheresse, ni des saisons. Et à partir de ce moment, quelque chose change dans l'arbre, d'une façon que l'œil peut percevoir sans toujours l'expliquer. Ses feuilles ont une couleur légèrement différente. Son tronc porte une solidité tranquille. Il continue de plier dans le vent. Il continue d'être traversé par les tempêtes. Il continue de perdre ses feuilles en automne. Mais il ne craint plus la sécheresse, parce qu'il a trouvé une source qui ne tarit pas. Ce voyage entier, ces 6 chapitres que nous avons traversés ensemble, n'avaient qu'un seul but. Te conduire jusqu'à ta propre nappe phréatique. Ce centre en toi qui ne vacille pas. Nous avons commencé par une question simple et vertigineuse. Pourquoi ça marche encore? Pourquoi les provocations du monde trouvent-elles encore en nous un endroit où s'accrocher, une corde à tirer, une alarme à déclencher? Et à travers les chapitres qui ont suivi, nous avons descendu les étages de cette question comme on descend dans une cave ancienne, de plus en plus profond, de plus en plus près de quelque chose d'essentiel. Nous avons regardé les racines du feu. Ces blessures anciennes qui vivent dans notre corps bien après que les situations qui les ont créées ont disparu. Nous avons appris à créer l'espace entre l'éclair et le tonnerre. Cet intervalle précieux où la conscience reprend ses droits sur le réflexe. Nous avons exploré le silence choisi, cette forme de courage silencieux que notre monde bruyant comprend si mal. Nous avons démasqué les formes habillées de notre fuite, ces stratégies élégantes que nous appelons des vertus et qui sont parfois des armures. Et dans le dernier chapitre, nous avons touché quelque chose de plus profond encore,
cette possibilité de ne pas seulement maîtriser nos émotions, mais de les transformer, de les laisser accomplir en nous le travail alchimique pour lequel elles sont venues. Aujourd'hui, je ne veux pas t'enseigner quelque chose de nouveau. Je veux t'aider à intégrer ce que tu sais déjà. Ce que quelque chose en toi a reconnu, au fil de ces pages, non pas comme une information nouvelle, mais comme un souvenir. Comme le retour à quelque chose que tu avais oublié que tu savais. Parce que la sagesse n'est jamais vraiment extérieure à nous. Elle est toujours un retour. Vivre depuis un centre qui ne vacille pas ne signifie pas vivre sans être touché. J'insiste sur ce point parce que cette confusion est l'une des plus répandues et des plus coûteuses dans les cercles de la croissance personnelle et de la spiritualité. L'idéal de l'être imperturbable, de celui qui sourit sereinement face à toutes les tempêtes, celui qui ne pleure jamais, ne se met jamais en colère, ne ressent jamais le poids de l'absence ou la morsure de la trahison. Cet idéal-là n'est pas de la sagesse. C'est de la dissociation habillée en lumière. Être pleinement vivant, c'est être pleinement perméable. C'est laisser la beauté entrer assez profondément pour qu'elle te traverse. C'est laisser le deuil exister dans toute sa dignité grave. C'est permettre à l'amour de faire mal parfois. Parce que quelque chose qui ne peut pas faire mal ne peut pas non plus vraiment réchauffer. Ce que nous cherchons n'est pas l'invulnérabilité, c'est la résilience. La capacité à être touché sans être emporté. À plier sans se briser. À revenir à soi-même après chaque tempête. Non pas diminuer, mais comme ces arbres côtiers que les vents constants ont sculptés en formes extraordinaires, plus authentiquement toi-même que jamais. Et cette résilience a une adresse précise en toi. Elle n'est pas dans ta tête, même si ta tête peut t'aider à la retrouver. Elle n'est pas dans tes principes, même si tes valeurs peuvent être la carte. Elle est dans le corps. Dans cette sensation physique de solidité que tu reconnais peut-être dans tes moments les plus calmes. Ce sentiment d'être ancré dans quelque chose qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce que les contemplatifs de toutes les traditions ont décrit avec des mots différents, mais une expérience commune. La présence à soi-même. Il y a une pratique que je veux te laisser. Non pas comme une technique de plus dans un arsenal déjà chargé, mais comme une invitation simple, quotidienne, que tu peux adapter à ta propre façon d'être dans le monde. Chaque matin, avant que le monde entre dans ta journée avec toutes ses demandes et ses provocations et ses urgences fabriquées, prends quelques minutes pour revenir à ce centre. Pas nécessairement en méditant si ce mot t'intimide ou si cette pratique ne te correspond pas, mais en faisant simplement ceci. Sens le poids de ton corps dans l'espace où tu te trouves. Remarque ta respiration sans la modifier. Et pose-toi cette question, non pas avec anxiété, mais avec une curiosité bienveillante, presque ludique. Qui est là ce matin ? Pas quel est ton programme, pas quels sont tes problèmes, pas ce que les autres attendent de toi. Qui est là? Toi. Ce toi profond, stable, curieux, vivant, qui existait avant tous les rôles que tu joues et qui existera après. Cette rencontre quotidienne avec toi-même, même brève, même imparfaite, construit quelque chose avec le temps. Elle construit cette nappe phréatique intérieure, cette source à laquelle tu peux revenir quand la sécheresse arrive. Et la sécheresse arrivera. Les provocations reviendront, les blessures se représenteront parfois là où tu pensais avoir tout guéri. La vie ne devient pas plus simple parce qu'on a développé sa conscience, mais elle devient plus navigable, plus riche de sens, plus habitée. Je veux aussi te parler de quelque chose que nous n'avons pas encore nommé directement tout au long de ce voyage, mais qui en est peut-être le cœur secret. La bienveillance envers toi-même.
non pas la complaisance, non pas le refus de te remettre en question, mais cette qualité particulière de regard que tu peux poser sur toi-même quand tu te surprends à réagir encore, à fuir encore, à porter encore un masque que tu pensais avoir posé. Ce regard qui dit « Je te vois, je vois que tu as eu peur, je vois que l'enfant en toi a cru une seconde qu'il était en danger. Et c'est d'accord, on continue. » Parce que le voyage dont nous parlons n'est pas linéaire. Il ne ressemble pas à une ligne droite qui monte vers un sommet que tu atteindrais un jour en plantant un drapeau et en déclarant que tu es maintenant maître de tes émotions. Il ressemble plutôt à une spirale. Tu reviens sur les mêmes thèmes, les mêmes blessures, les mêmes tendances, mais à chaque tour de spirale, tu les rencontres depuis un endroit légèrement différent, avec un peu plus de recul, un peu plus de douceur, un peu plus de la sagesse que tu as construite entre deux révolutions. Chaque rechute n'est pas un échec, c'est une invitation à aller plus profond. Il y a dans la philosophie japonaise un concept que j'aime profondément et qui s'appelle le kaizen, l'amélioration continue par petits pas. Non pas la révolution spectaculaire, non pas la transformation du jour au lendemain, mais la modification infime, quotidienne, presque invisible, qui au bout de mois et d'années produit des changements si profonds qu'on ne reconnaît plus le point de départ. C'est ainsi que se construit la maîtrise intérieure, un souffle de conscience de plus, un espace d'une seconde gagné là où hier il n'y en avait pas, un silence choisi là où la semaine dernière les mots seraient sortis sans permission. Ce sont ces victoires invisibles, que personne autour de toi ne voit peut-être, qui constituent le vrai travail, le plus important, le plus durable. Et je veux te dire quelque chose que tu dois entendre avant que nous nous séparions. Le fait que tu sois là, que tu aies traversé ces pages, que tu te sois laissé toucher par ces mots ou questionner par ces images, que tu aies eu le courage de te regarder sans te détourner, même partiellement, même maladroitement, ça n'est pas anodin. Dans un monde qui valorise la vitesse, le bruit, la surface et la réaction immédiate, choisir de s'asseoir avec des questions profondes est déjà un acte de résistance, un acte de dignité. Tu portes en toi quelque chose de précieux, quelque chose que les circonstances de ta vie ont peut-être recouvert de couches de douleur, de protection, de survie, mais qui est là, intact, attendant non pas d'être créé, mais d'être retrouvé. Ce quelque chose, c'est la capacité d'être pleinement toi-même dans un monde qui te demande constamment d'être autre chose, de réagir, de performer, de correspondre, de rivaliser, de te défendre, de te justifier. Le pouvoir de ne pas réagir n'est pas une technique de survie, c'est une façon d'exister, une façon de dire au monde « je suis là, pleinement présent, pleinement vivant, pleinement moi, et rien de ce que tu m'envoies ne me fait pas oublier qui je suis ». Reviens à ce jardin aussi souvent que tu en as besoin. Il est en toi. Il a toujours été en toi. Et il attend, avec la patience infinie de ce qui est vraiment vivant, que tu rentres à la maison.